Jigoro Kano, puisqu'il en a peur plus d'un, sans doute par la photo la plus connue de lui, celle qui orne le dojo. Mais j'oserais Jigoro Kano, même s'il ne m'est pas familier, c'est le moins qu'on puisse dire, à travers deux interventions autour de ce colloque. Mais j'ai aussi demandé, et c'est en cela que nous avons véritablement osé, j'ai aussi demandé à des étudiants de Master 1 et de Master 2 des sciences de l'éducation d'oser benoîtement interroger Jigoro Kano. Et soit sur la base de leur représentation initiale, soit après la lecture de l'argumentaire pour le colloque, une fois quelques éléments biographiques évoqués, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'on aurait envie de demander aux intervenants de ce colloque, peut-être de se demander à soi-même ou par leur intermédiaire, demander à Jigoro Kano. Alors voilà les questions relativement désordonnées, parfois un peu piquantes, qui sembleront sans doute pour certaines impertinentes dans tous les sens du terme aux spécialistes, mais qui sont celles que nous avons recueillies. Alors, une première question ou série de questions concerne le système éducatif. Et on pourrait se poser la question en quoi le système éducatif prôné et développé par Jigoro Kano, et pas seulement le judo, mais bien le système, y compris dans la dimension politique, est-il transférable, inspirant pour des systèmes éducatifs contemporains? En quoi renvoie-t-il à des conceptions contemporaines de l'éducation? En quoi répond-il à des besoins éducatifs autant techniques que philosophiques contemporains? En d'autres termes, Jigoro Kano est-il moderne? Est-il postmoderne? Peut-il être considéré comme un idéaliste, un utopique, puisque, au fond, il semble avoir réduit sa sphère d'influence à une pratique sportive? Croyait-il en la vertu universelle du judo pour parvenir à développer les valeurs qui lui étaient chères, le respect, la modestie, l'honnêteté, la persévérance, etc. Jigoro Kano a développé le judo au regard de son histoire, de sa vie, de sa biographie. En quoi y était-il prédéterminé, peut-être prédestiné? En quoi est-il un précurseur, un innovant, un créateur, ou bien quelqu'un qui prolonge quelque chose qui était déjà présent et qui était peut-être déjà dans sa sphère éducationnelle? Et puis, Jigoro Kano, père de 8 enfants, grand voyageur, est-ce que, à l'instar de Rousseau, il a délaissé l'éducation de sa propre famille? En d'autres termes, sa filiation directe s'est-elle inspirée du père? Et plus généralement, les valeurs prônées par Jigoro Kano ne sont-elles pas désuètes, pour ne pas dire dépassées, archaïques, voire même réactionnaires au regard du système dans lequel il évoluait, à l'époque, au moins au regard des représentations qu'on peut en avoir? Au fond, quelles étaient les idées politiques de Kano? A-t-il contribué à l'idéal de paix auquel une partie du monde aspirait? Les tensions pacifistes, bellicistes étaient-elles au cœur ou à la marge de son action? Quel rôle a-t-il joué dans cette problématique auprès du comité olympique auquel il appartenait? Dans cette époque d'effondrement du symbolique, et là je parle de notre époque, dans une époque où la capacité à symboliser devient rare, difficile, les rituels prônés par Kano ont-ils du sens, ou plutôt s'ils ont du sens, sont-ils encore opérants, peuvent-ils encore opérer au sein même du judo ou au-delà du judo? Et le judo en tant que sport de combat peut-il rivaliser aujourd'hui avec des pratiques plus contemporaines et moins symboliques que sont les arts martiaux mixtes, le MMA? L'orientation vers la technique plus que la force brute peut-elle prendre sens dans un contexte de post, voire d'hypermodernité? L'art martial en général, le judo en particulier, peut-il trouver sens dans une époque et dans des sociétés démocratiques non violentes, dont le vecteur est l'éducation non violente, l'éducation à la citoyenneté, alors que dans l'imaginaire collectif, et même parfois en voyant des pratiques, l'art martial est un art qui est violent? En quoi, et j'en ai presque terminé, l'articulation éducative que voulait Kano, corps, esprit, physique, mental,
est-elle originale dans l'espace social et culturel qui était le sien et de façon plus large dans le monde? Est-il, le retrouve-t-on finalement, la retrouve-t-on, pardon, cette articulation, la retrouve-t-on dans d'autres théories de l'apprentissage? Et puis, puisque nous en sommes là, existe-t-il en pédagogie des expériences qui articulent pratique du judo et utilisation de la parole, reprise par la parole, comme par exemple cela existe en psychologie psychanalyse avec la psychobox créée par Richard Elbrun? Que ce soit la chute, le salut, l'immobilisation, la saisie, les katas, tous ces éléments constitutifs sont-ils, peuvent-ils être repris à l'oral dans une connaissance de soi du monde, voire des apprentissages scolaires? Et prolongeant cette question, on peut se poser la question, le judo peut-il être vecteur, de même ou à l'instar de la pédagogie institutionnelle qui est thérapeutique de surcroît, le judo peut-il être vecteur de soins par la parole immédiate ou différée? Voilà quelques pistes qui nous ont été suggérées par les étudiants de Master 1 et de Master 2 qui ont été sollicités et qui, je l'espère, vont pouvoir trouver réponse